Alors bonjour à tous pour la minute ECG. Un gros travail pour essayer de vous donner des bases solides pour interpréter des électrocardiogrammes, avec surtout la volonté de vous expliquer des choses, pas simplement de vous les apprendre, parce qu'on ne retient pas si on n'a pas bien appris. Alors aujourd'hui, on a vu les blocs gauche, les blocs droite. On va faire le bloc bifasciculaire, hein. On va voir un peu en quoi c'est important de comprendre ça. Alors, un petit rappel physiopathologique, c'est toujours indispensable avec ce dessin qui a le mérite d'être bien dessiné, même s'il n'est pas tout à fait juste, parce que les cavités droites sont plus grandes que les cavités gauches. Donc ici, vous avez le nœud sinusal en 1, la conduction dans les oreillettes, ça s'appelle la conduction intra-atriale. Là, on descend dans le nœud atrioventriculaire numéro 2, le tronc du faisceau de His, la branche droite, le numéro 4, l'énorme importance du tissu de Purkinje pour la conduction rapide. Et là, vous avez la branche gauche avec un tronc commun qui rapidement se divise en 3 branches, dont un faisceau postérieur gauche, qui est extrêmement solide. Sans lui, c'est quasiment toute la branche gauche qui manque. Et cette branche est très importante parce que c'est elle qui va permettre la synchronisation entre le septum et le ventricule gauche. Là, vous avez un petit faisceau antérieur gauche et un faisceau dont on parlera plus tard, qu'on appelle le faisceau septal gauche. Voilà. Ici, vous avez donc le bloc droit avec des possibilités de bloc incomplet droit qui sont finalement extrêmement rares. La plupart du temps, c'est des faux blocs incomplets droits. Et le bloc droit complet qu'on a déjà vu. Alors, sur cet électrocardiogramme, vous avez le temps de le regarder. Si vous le regardez en replay, n'hésitez pas à essayer de tirer le maximum d'informations en appuyant sur pause et en vous disant mais pourquoi il m'a mis cet électrocardiogramme sur l'écran. Et moi, évidemment, je vais continuer en vous rappelant toujours la technique de base qui consiste à chercher les ondes P en D1, D2, vérifier que c'est positif hein, avant de commencer à... Voilà. Et là, on va voir que là, c'est négatif. Le QRS devrait être positif, c'est la troisième règle de l'ECG normal ou quatrième. Et là, on voit que c'est négatif puisque l'onde R est inférieure à l'onde S. Mais avant toute chose, on va retrouver ce qu'on a déjà vu la dernière fois, à savoir que si le QRS est large, c'est parce qu'il y a un retard à l'inscription de l'onde R' en V1, donc dans la dérivation droite, hein, V1, parfois qu'en V1, parfois en V2, V3, et parfois en V4, ça veut dire vraiment que le cœur est malade, plus ça s'en va, plus il est malade. Et vous avez en miroir de cette onde R', dans la dérivation gauche, une onde S qui fait plus de 40 millisecondes, et un QRS qui fait plus de 120. Il fait tellement plus de 120 ici qu'il fait 167. C'est toujours un bloc de branche droit anormal, non seulement à cause de l'axe, mais très probablement il est malade du cœur. Alors, pourquoi c'est important l'axe du cœur? Parce que ça nous permet de repérer le bloc fasciculaire antérieur de la branche gauche. Hein. La branche gauche, c'est elle qui permet d'activer la paroi septale antérieure, la branche antérieure. Et là, quand elle est bloquée, eh ben, tout passe par la branche postérieure gauche et on a un axe, vous voyez, proche de moins 45. C'est vraiment le cas ici. L'axe, il fait moins 58 par l'ordinateur. Mais ici, vous avez RVL plus grand que RD1. Donc, l'axe est plus près de VL que de D1. C'est ça, comme ça qu'on reconnaît un bloc fasciculaire antérieur gauche. C'est un des critères. Et puis, cet aspect un peu empâté du QRS, c'est un mini bloc gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est un bloc bifasciculaire avec un axe hyper gauche. Le bloc droit n'a pas d'anomalie d'axe normalement. Il est compris entre 0 et 90 degrés. S'il est en dehors de ces axes-là, il se passe quelque chose. Donc ici, vous avez un bloc bifasciculaire, trop large en plus pour un bloc bifasciculaire. Il se passe quelque chose, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. On va prendre un deuxième tracé qui est plus lent cette fois-ci. Vous pouvez appuyer sur pause et toujours posez-vous la question de pourquoi il m'a mis ça dans les pattes. Je vous ai mis ça dans les pattes parce que cette fois-ci, si on commence à regarder l'électrocardiogramme comme je vous l'ai appris, on voit qu'en D1, les ondes P sont moches, d'accord? Elle est toute petite et elle est plate. Et déjà, ça vous dit que l'oreillette n'est pas en bonne santé. Et c'est tellement vrai que le rythme sinusal est dysfonctionnant. Hein. Il y a une dysfonction. Ce n'est pas un grand sportif, ce gars, avec des QRS comme ça. Hein. Donc, il a une dysfonction sinusale, une bradycardie sinusale. Déjà, n'oubliez pas d'employer le terme dysfonction sinusale quand la bradycardie est
approprié. Et en plus, ici, il y a un BAV1, hein, avec une onde P qui, depuis le début de l'onde P, début du QRS, met 350 millisecondes pour descendre dans le nœud atrioventriculaire. On est vraiment sur une maladie de l'oreillette avec à la fois une dysfonction et un PR très long. Ensuite, vous retrouvez que D2 est négatif, donc vous devriez être positif, vous ne l'avez pas, donc vous cherchez à comprendre, et vous voyez bien que RVL est supérieur à RD1, et qu'on est donc en présence d'un bloc fasciculaire antérieur gauche, d'accord? On va repérer aussi le fait qu'il y a une onde S ici un peu grande là et là, donc déjà on s'attend à trouver un bloc droit, et c'est comme ça qu'on lit un électrocardiogramme, de haut en bas en lisant bien toutes les dérivations ici. On voit que ce QRS est un peu large, beaucoup trop large, il y a une maladie de longue P, etc. Et on retrouve notre bloc droit, et comme par hasard, il est ultra pathologique, hein. Il est à 172 millisecondes, un bloc droit normal, ça fait moins de 140 millisecondes. Donc s'il est anormal, c'est qu'il y a en plus un trouble de conduction ou des maladies du myocarde qui font que le QRS est large. Voilà comment on lit un électrocardiogramme. Après, on peut regarder la repolarisation. Vous voyez qu'elle est discordante quand il y a une onde R'. Là, elle devient un petit peu concordante, c'est un peu prématuré. Et là, elle est vraiment, elle n'est pas normale, elle est concordante du côté de l'onde S. Il y a des anomalies de la repolarisation ici, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. De toute façon, ce cœur est malade, vu tout ce qu'on vient de dire, hein. Donc, attention, un bloc bifasciculaire avec en plus un BAV1 dont on ne connaît pas le siège, est-ce qu'il est nodal ou infranodal, c'est de mauvais pronostics. En plus, il a une dysfonction sinusale. Ce patient est à très haut risque de syncope et quels que soient ses symptômes, dyspnée, palpitations, douleur thoracique ou essoufflement ou les œdèmes des membres inférieurs, lui, il ne bouge pas jusqu'à ce qu'on ait monitoré son cœur et très probablement essayer de comprendre, éliminer une ischémie, une hypercalémie, une toxicité médicamenteuse dans les trois causes de bradycardie, médicaments, ischémie et potassium, et on verra si on lui met un pacemaker. Voilà un autre électrocardiogramme qui est intéressant parce que il est à nouveau, on est encore à nouveau en présence d'un retard droit de type bloc droit, puisqu'il y a une onde S là, et puis D1 est négatif cette fois-ci. Ce n'est pas D2, c'est D1. Or, je vous ai toujours dit que D1 et D2. Donc, il faut chercher l'explication. Et l'explication devant ce rythme sinusal, là encore, on a des ondes P rabougries, elles ne sont pas normales, il va se passer des choses, hein. D'ailleurs, si on regarde bien, elles sont bifides, hein. Donc, il y a un bloc intra-atrial qui témoigne de gros troubles de la conduction aussi dans l'oreillette, hein. Et puis, il y a donc cet axe hyper droit avec D1 qui est inférieur à 0. Et on voit bien ici que le QRS est fragmenté, empâté. Ça passe vers la droite au lieu de passer vers la gauche. Donc, au lieu de descendre par le côté gauche vers D1, ça descend par le faisceau antérieur gauche. C'est tout le contraire de tout à l'heure. C'est très probablement un bloc fasciculaire postérieur gauche avec un axe vraiment par là et puis d'autres anomalies de conduction à type de bloc droit qu'on a déjà vu ici. Donc c'est un bloc beaucoup plus grave, hein, parce que le bloc gauche est fasciculaire postérieur est le plus important, il est très utile, il est très gros, il est très solide et c'est très rare. Donc quand vous voyez ça, il faut avoir peur, hein. Avoir peur d'un risque de syncope. Voici un deuxième exemple. Et ce bloc fasciculaire postérieur gauche, vous n'en verrez quasiment jamais. Pourquoi? Parce que regardez, très rapidement, il évolue souvent vers un BAV de plus haut degré. Vous voyez que c'est exactement le même tracé, mais on est passé de 84 à 42 et de façon tout ou rien, il y a une onde P qui est bloquée une fois sur deux. Ça s'appelle un BAV 2 sur 1, hein, on ne dit pas Mobitz 1, Mobitz 2, on dit 2 sur 1. À QRS large, si ça ne vous fait pas peur, alors c'est que vous avez peur de rien, parce que ce sont des blocs hautement instables. Non seulement il a un bloc 2 sur 1 qui peut à tout moment donner lieu à des pauses beaucoup plus importantes et des syncopes, hein. Donc je voulais vous montrer ça, et je voulais vous montrer une petite particularité aussi des BAV 2 sur 1, on va revoir ça, c'est qu'entre le rouge et le noir, il y a plus d'espace qu'entre le blanc, le noir et le rouge. On en reparlera une autre fois, ça s'appelle un bloc ventriculophasique, et c'est constant dans tous les BAV2. Voilà, donc on a vu un équivalent de Mobitz 2. Je crois qu'on a terminé la session, c'est l'heure. On a vu plein de choses. Certes, c'était un peu plus compliqué parce qu'on a repris des bases du bloc droit et on a vu qu'il pouvait être associé à un axe anormal.
Cet axe anormal peut traduire un BFAG, hein, quand il est hyper gauche, au-delà de -30 vers -45. On a appris à le repérer. Et exceptionnellement, un bloc fasciculaire postérieur gauche quand l'axe est supérieur à 100, avec un aspect très particulier du QRS. Mais honnêtement, vous en verrez probablement jamais dans votre vie. Ce que vous verrez, c'est des BAV2 avec des blocs fasciculaires postérieurs gauche, hein. Donc, le bon pronostic, c'est BBD, BFAG si c'est pas trop large. Et le mauvais pronostic, c'est si c'est complexe, alternant et s'il y a un BAV associé. Voilà. Donc, le bloc de branche droit en soi, ça peut être tout à fait normal, mais il ne faut pas qu'il soit large et associé à un QRS anormal. Voilà. J'ai terminé. Vous avez une formation sur Santé Académie qui reprendra tout ça. Certes, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué et on abordera avec cette chaîne des choses plus compliquées, mais je vous remercie.